J'appelle pour 20 minutes Hélène Geoffroy. Merci, chers camarades. Cher Olivier, cher premier secrétaire, cher Nicolas, tu le sais, j'ai espéré en ta victoire, cher premier secrétaire délégué. Lorsque ce congrès a commencé, il y avait pour moi une urgence, redonner au Parti socialiste et donc à la gauche la capacité de pouvoir de nouveau changer la vie des gens. Ce congrès devait être celui de la clarté et de la vérité. Mais notre histoire politique nous a appris que rien ne se passe comme on pouvait l'imaginer. Le vote du 12 janvier a esquissé une orientation et le vote du 19 a été celui de la confusion, mais je n'y reviendrai pas. Et au lendemain du 19 janvier, comme vous tous, j'ai douté. Non pas de ma volonté d'appartenir au Parti socialiste, non pas non plus de ce que nous sommes, mais j'ai douté de notre capacité à être de nouveau utile. Et finalement, de cet épisode, de cette séquence, comme l'on dit souvent aujourd'hui, j'ai retiré une réflexion et 3 leçons. La réflexion d'abord. Ce congrès qui matérialise aujourd'hui un rassemblement avec Olivier, Nicolas et Johanna au sein d'une direction et qui vont administrer, accompagner le parti. Le rassemblement avec la fonction que j'occuperai. Ce moment important, c'est celui du rassemblement de notre famille politique. C'est aussi le congrès, de mon point de vue, du sursaut, celui qui doit permettre de ne pas retomber dans les travers qui ont fait la joie de tous les chroniqueurs qui nous ont suivis et de toutes celles et ceux qui ont espéré que nous ne serions plus à la fin du congrès de Marseille. Cette réflexion, j'illustre aussi avec 3 leçons que je tire de ce congrès. La première est que la famille socialiste est au cœur d'une contradiction, celle qu'a évoquée plutôt Patrick, entre radicalité et volonté de gouverner, entre gauche du réel et des solutions et gauche de protestation. Je tire une deuxième leçon de ce congrès, que la famille socialiste aime la démocratie et le débat, elle y est attachée passionnément et pourtant nous n'avons pas réussi à nous rénover, à rénover nos pratiques, à rénover nos capacités à consulter les militants, à rénover finalement les pratiques de notre famille socialiste et de notre parti politique. Enfin, la famille socialiste, et c'est la 3e leçon, a gardé la conviction de sa mission historique. J'ai fait comme vous beaucoup de débats tout au long de ce congrès. J'ai participé à de nombreuses assemblées générales dans tous les départements et partout j'y ai retrouvé cette fierté, évidemment, d'être socialiste, mais plus que cela, la conscience de notre héritage et l'envie d'être de nouveau utile au pays. Mais ce que j'ai constaté aussi, et ça a été l'un des enjeux de notre débat, c'est que même si nous avons gardé la conviction de notre mission historique, nous ne savons plus la faire vivre, nous n'avons plus su comment nous identifier, dire qui nous sommes, et nous nous sommes dilués, et cela ne vous étonnera pas que je le dise ainsi, dans un accord au départ électoral, défensif, en le muant une alliance aujourd'hui considérée par une partie d'entre vous, mes camarades, comme une alliance indépassable. Et vous savez que pour nous, notre texte d'orientation, c'est un sujet important. Et donc ce congrès n'aura pas apporté toutes les réponses. Et en y arrivant, 2 possibilités s'offraient à nous déchirer devant les Françaises et les Français, et je sais que nous avons tous une longue expertise sur ce sujet, ou commencer à nous réinventer. Et c'est évidemment le 2e chemin que nous avons suivi.
Mais pour que ce chemin soit opératoire et pour que nous tirions toutes les leçons telles que je viens de les partager avec vous, en tout cas celles qui m'ont marqué, qui nous ont marqué dans notre Théo, pour que ce chemin soit opératoire, celui où nous commençons à nous réinventer, celui du Congrès du sursaut, il nous faut permettre la vie librement de l'ensemble des courants du parti, dans le respect de tous les camarades. Ainsi, nous, les camarades du texte d'orientation 1, nous avons fait le choix de ne pas rejoindre la direction nationale, car nous ne partageons pas la stratégie développée, parce que nous pensons que le travail idéologique doit précéder, accompagner, puis conforter le rassemblement de la gauche et des écologistes. Et donc ce choix, nous l'avons fait de façon apaisée, j'espère que chacun l'a constaté, en clarté, en cohérence avec ce que nous avons porté depuis 2 ans et avec la volonté de faire vivre notre courant en continuant à porter évidemment cette question du travail idéologique, du rassemblement de la gauche et des écologistes, et plus que tout, vous le savez, du rassemblement de tous les Français. Et puis, voyez-vous, comme nous sommes socialistes, nous sommes optimistes. Et tout congrès aujourd'hui, tout courant aujourd'hui minoritaire a vocation à devenir majoritaire. Et je prends date devant vous aussi aujourd'hui que c'est évidemment ce que nous ferons. En revanche, j'occuperai avec gravité la fonction de présidente du Conseil national, car nous avons besoin d'un Parlement J'occuperai avec gravité la fonction de présidente du Conseil national. Et je remercie évidemment l'ensemble des camarades que vous êtes qui avaient adopté aussi cette proposition au sein du protocole d'accord, car je sais, comme vous, que nous avons besoin d'un Parlement du parti efficace au service de tous les militants qu'il représente. Et c'est l'engagement évidemment que je prends devant vous toutes et devant vous tous. Un lieu qui soit l'expression des territoires, des textes d'orientation, c'est une évidence puisqu'il est représenté à proportion des voix de l'ensemble des TO, mais aussi un texte qui est aussi l'émanation et la représentation des territoires et de leur diversité de vie politique, de vie sociologique, évidemment. Mais vous le savez aussi, mes camarades, nos travaux doivent être utiles car le temps nous est désormais compté. Et comme il nous est compté, je vous exhorte à abandonner les polémiques stériles. Plus jamais, mes camarades, mais vraiment, j'insiste là-dessus, plus jamais, nous ne voulons, nous les camarades de Debout les socialistes, que l'on nous dise partez. Plus jamais, mes camarades, plus jamais. Plus jamais, mes camarades, nous ne voulons que soit mis en doute notre attachement au Parti socialiste. Plus jamais. Alors, pour toutes celles et ceux qui auraient encore un doute, pour toutes celles et ceux, mais je pense qu'il n'y a presque plus personne, mais pour avoir au fond lui un camarade avec un questionnement au sein de ce conseil, de ce congrès, et comme ce congrès représente l'ensemble des territoires dans lesquels nous sommes implantés, c'est-à-dire la France entière, alors je vous demande aussi, pas seulement aux camarades du TO1, c'est une évidence, mais à ceux du TO2 et du TO3, de le redire aussi clairement sur l'ensemble des départements sur lesquels vous êtes. Nous sommes au Parti socialiste, nous les camarades de Debout les socialistes, et nous y resterons. Nous resterons au Parti socialiste. Et donc, nous considérons que ce débat est clos. Et bien sûr, parce que si je ne le disais pas
cela manquerait à la parole du TO1. Nous demandons la réintégration des camarades suspendus. Évidemment. Ce sera, mes camarades, le moment du rassemblement total des socialistes de notre famille politique, mais je ne doute pas que les instances qui se réuniront bientôt nous permettront d'y arriver. Alors, voyez-vous, mes camarades, nous sommes dans ce moment de sursaut que j'évoquais à l'instant. Nous sommes dans une incapacité, nous la gauche, de façon générale, et nous les socialistes, incapables d'expliquer le monde et de donner une perspective aux générations futures en disant qu'elles vivront mieux que leurs parents. Cela, entouré des désordres du monde, permet au Rassemblement national, notamment au travers de réponses simplistes, à se réapproprier, y compris nos mots, et à prospérer. Il s'est réapproprié nos mots, République, laïcité, alors que nous en sommes à l'origine les ardents défenseurs. Et c'est une défaite culturelle pour la gauche, pas pour les socialistes, pour toute la gauche, pas seulement pour les socialistes. Et donc, nous devrons rapidement nous poser les questions auxquelles il est essentiel que la gauche réponde pour être de nouveau audible. Comment faire France commune au moment où une partie de nos concitoyens ne croient plus en la promesse républicaine, mais ne croient même plus parfois en leur capacité de vivre ensemble? Comment réaffirmer le travail comme vecteur d'émancipation? Comment empêcher notre pays de se défaire? Et donc, aujourd'hui, au moment où nous en sommes, nous voyons bien que nous devons parler des sujets au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Vous le savez, vous l'avez beaucoup entendu et compris dans la campagne interne qui vient de s'achever. Je suis maire d'une des villes les plus populaires de notre pays. Et je vois bien que si je n'arrive plus à faire le lien entre mon action locale et ce que peuvent être nos positions nationales, alors nous laissons le désespoir envahir les plus fragiles d'entre nous. Si je ne suis pas capable de leur ouvrir une perspective en disant qu'après la crise sanitaire, après la crise énergétique que nous avons traversée, avec l'inflation qui les empêche de se nourrir correctement, avec l'éducation et l'école en crise qui n'assurent plus que leurs enfants auront des métiers à la hauteur de leurs rêves et de leurs espérances, alors cela veut dire que moi, en tant qu'élu local, mais nous tous, dans les syndicats, dans les associations, cela veut dire désormais que nous ne sommes plus à ce moment-là que plus dans la protestation, excusez-moi, je vais y arriver, et pas dans le débouché. Et donc, je le souhaite, et vous nous l'avez dit dans les discussions que nous avons eues, notre texte d'orientation portera avec vous la demande de nombreux chantiers. Des chantiers sont d'ores et déjà proposés autour de l'Europe, de la question de l'égalité femmes-hommes notamment, et nous en serons partie prenante. Nous faut aussi travailler à la modernisation et à la rénovation de notre parti. Nous prendrons pleinement notre place dans ce chantier urgent qui est celui de la rénovation des pratiques, la consultation des militants, la reconnexion avec les Françaises et les Français, mais plus que tout la rénovation de la gauche. Alors, mes camarades, ce prochain congrès, le congrès qui nous attendra, si nous réussissons la modernisation et la rénovation de notre parti, sera celui de la transparence, celui de la clarté, et accompagnera ce qui nous attend ensuite, une des élections majeures de la vie française, la prochaine élection présidentielle et législative, parce qu'elle se prépare évidemment dès maintenant, pour que nous ne soyons plus de nouveau dans des choix impossibles ou dans des non-choix. Nous devons retrouver non pas simplement le réflexe du vote contre, mais le réflexe du vote pour et l'adhésion pour la gauche. Nous devrons aussi travailler à offrir des débouchés politiques aux colères de nos concitoyens. Comme la plupart d'entre vous, j'ai défilé aux côtés des syndicats le 19 janvier. Comme vous tous,
J'ai salué un mouvement syndical capable de s'allier pour empêcher la régression sociale. Mais comme vous tous aussi, je sais que c'est au Parlement que la bataille va se poursuivre, avec l'ensemble de nos parlementaires, sénateurs et députés. Mais je sais aussi, comme vous, qu'il faut que nous revenions au pouvoir pour changer concrètement la vie de toutes et de tous. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons fait quand nous avons permis la retraite à 60 ans en 2012 avec les critères de pénibilité. Et permettez-moi de le dire, en capacité de changer la vie de toutes et de tous, de faire un petit clin d'œil à notre camarade Erwan Binet, qui me rappelait il y a peu qu'il y a maintenant 10 ans commençait le débat sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Et donc, vous l'aurez compris, mes camarades, puisque nous sommes dans le moment où nous tous, nous avons beaucoup cité Léon Blum, mais je n'y échapperai pas. Nous sommes au moment où nous sommes en train de réinventer le socialisme de notre siècle et de notre temps. Mais il a gardé la même histoire et le même héritage. Il est né d'une révolte. Il est né de la conscience que nous devions lutter contre les privilèges de la naissance. Il est né de l'idée majeure que nous ne pouvions pas être le fruit simplement de déterminismes sociaux. Mais le capitalisme a transformé ses modes d'action et à ce nouveau capitalisme, nous devons opposer un nouveau socialisme. Tel est, mes camarades, le chemin dans lequel, en tout cas, nous espérons pouvoir avancer. Alors, je souhaite évidemment à la direction qui va prendre en charge les affaires du parti pleine réussite, parce que même si je ne partage pas toutes les orientations, si nous n'aurions pas eu 3 Théo, d'Olivier, Nicolas et de Johanna qui vont maintenant gérer le parti. Votre réussite pour redonner un corpus idéologique au Parti socialiste sera notre réussite et nous en serons partie prenante. Parce que nous serons de tous les chantiers idéologiques. J'en ai cité quelques-uns, mais tant d'autres s'ouvrent devant nous. C'est tout un monde que nous devons réexpliquer, c'est toute une espérance que nous devons donner. Alors je vais, comme au Conseil national qui lançait le Congrès, finir par ces quelques mots. Ceux de l'écrivain, ça ne vous étonnera pas, antillais Patrick Chamoiseau. Il nous disait au moment des élections, au lendemain des présidentielles, rien ne s'oppose à la nuit. Elle grandit dans la France, elle grandit dans le monde, elle œuvre en chacun de nous et vous savez comment ces mots peuvent être porteurs. Et donc, à charge pour nous, les socialistes, à charge pour nous d'assumer notre devoir, notre ardente obligation de refuser cette nuit. À charge pour nous, les socialistes, d'ouvrir un chemin d'espérance à nos concitoyens. À charge pour nous, les socialistes, d'être toujours la voix de celles et ceux qui n'ont pas la capacité de la porter. À charge pour nous de porter les combats des femmes et des hommes qui n'ont que la force de nos batailles pour les mener. À charge pour tous ceux qui refusent la nuit de réinventer l'aube. Je crois que c'est notre mission et notre obligation. Vive le socialisme et debout les socialistes. Merci Hélène et j'appelle Nicolas Mayer-Rossignol.
chers camarades, chers amis, mes premiers mots seront pour Hélène et Olivier. Je veux raconter non pas le détail parce que ce serait peut-être fastidieux, mais une anecdote de la nuit que nous avons passée presque ensemble. Nous étions au Pharo cette nuit, sur les hauteurs, il faut bien le dire, à nous chamailler, pour de picrocolines querelles. Et en partant sur le coup des 3-4 heures du mat' quand même. Je me disais à Marseille qu'il est difficile, même au Pharo, de conserver une certaine hauteur de vue et qu'il est tentant d'humer l'appel du large. Et puis, c'est une anecdote, vous le croyez ou pas, mais c'est la réalité. J'ai pensé que Marseille accueille le siège de SOS Méditerranée. Et j'ai pensé à l'Ocean Viking. Et j'ai pensé aux 234 migrants, femmes, enfants, malades, qui pendant 3 semaines ont erré sur les rives de la Méditerranée. Et j'ai pensé aux 3000 morts noyés, certaines et certains à quelques encablures du Vieux-Port. Et je me suis dit, et je pense que nous pouvons, quelles que soient nos différences, partager cela, combien vaines sont nos querelles quand l'enjeu commande de nous rassembler pour les migrants, pour l'humanisme, pour l'internationalisme, parce que le socialisme sera toujours la fraternité des peuples. Et ce n'est pas la dernière des raisons qui, je le dis, m'a poussé ce matin avec nos amis à nous rendre dans une de ces salles dont le Pharo a le secret pour dire à Hélène, à Olivier et à tous leurs camarades, oui, camarades, il est temps que nous retrouvions ensemble le beau sens de ce mot. À Hélène, je veux te remercier pour ta sincérité et ta constance. Et je veux dire à Olivier que nous sommes collectivement fiers qu'il soit notre premier secrétaire. Et je veux le remercier pour sa volonté lucide, mais sa volonté, que je crois sincère, de rassembler et de travailler toutes et tous ensemble. Alors je dis à la presse, je dis à nos adversaires qui, cela a déjà été rappelé, ne sont pas dans cette salle et qui peut-être attendaient de nous croquer, dans tous les sens du terme d'ailleurs, que nous les inviterons volontiers, à l'issue de ces débats, à prendre un ratafia ou un pastis. Pour Olivier, ce sera un pastis 51, évidemment, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous leur dirons tout simplement qu'à Marseille, nous avons choisi ensemble, plutôt qu'un combat des chefs ensemble au combat.
Et puis, j'ai pensé en l'écoutant tout à l'heure à Benoît Payan. Et peut-être ne l'avez-vous pas tous remarqué, mais il y a eu un moment qui pour moi sera le moment, je crois, de ce congrès. C'est le moment où Benoît, monsieur le maire, et Patrick Mennucci sont tombés dans les bras, juste là. Et j'ai vu Patrick pleurer. Et je veux dire que quelles que soient nos différences, et nous en avons, et je veux dire que quelles que soient nos engueulades, et nous en avons, la sincérité militante d'un socialiste, qu'il soit marseillais, qu'il ait ou non l'accent, ça se respecte. Et je veux dire à Benoît, qui peut-être n'a pas vu qu'il y avait une annexe à notre protocole d'accord. Maintenant, on peut le dire. Il y avait un petit bulletin d'adhésion. Et je veux dire à Benoît que son printemps, car après tout c'est au printemps que fleurissent les roses, que son printemps est aussi notre inspiration pour demain. Marseille, oui. Quelle est la promesse de Marseille? Marseille, c'est d'abord la ville fraternelle. Peut-être ne l'a-t-on pas assez dit dans ces débats. Marseille, je ne suis pas marseillais, l'humble maire de Rouen regarde avec beaucoup de modestie le grand port de Marseille. Mais Marseille, c'est la ville cosmopolite. Et c'est la ville qui a conscience, et n'est-ce pas au cœur de nos valeurs, que notre diversité fera toujours, et c'est valable aussi au plan politique, notre force. Marseille, c'est la ville internationaliste. Marseille, c'est la ville militante. Et je veux, comme j'ai remercié et salué Hélène et Olivier, je veux, à travers eux, vous remercier toutes et tous, d'abord toutes les équipes, le service d'ordre, les équipes qui ont organisé ce congrès, et remercier tous les militants, toutes les militantes, bien sûr, de Refondation, mais au-delà, en leur disant que, par-delà, justement, parfois les engueulades, c'est vrai, par-delà, et ça va dans les deux sens, sans doute, les mots qui ont pu blesser, nous sommes aujourd'hui fiers de nous retrouver. Nous retrouver, pas tout à fait encore, car je souscris à la proposition qu'Hélène a formulée concernant les suspendus. Pas tout à fait d'encore, car nous devrons dire, mais j'y reviendrai, à toutes celles et ceux qui, peut-être résignés parfois, nous regardaient de loin et parfois de haut, que nous sommes revenus et que nous les attendons les bras ouverts. La promesse de Marseille, c'est la promesse de l'union de toute la gauche. Et je salue, je ne peux pas tous les citer, mais ils sont dans cette salle, Olivier me l'a confirmé, les partenaires de la gauche. Et je veux le dire d'un mot pour dissiper parfois les faux débats qui ont aussi, malheureusement, alimenté notre congrès, nos échanges. Nous sommes toutes et tous ici favorables au rassemblement de la gauche et des écologistes. Nous sommes toutes et tous ici favorables et volontaires pour que la gauche s'unisse et pour que cette union soit demain gagnante. Mais nous avons la conviction, chacune et chacun ici, que pour que cette gauche rassemblée redevienne un jour porteuse d'espoir, crédible, au cœur des Françaises et des Français, il faut remettre le socialisme, celui du XXIe siècle,
au cœur de cette gauche. Alors, la promesse de Marseille, c'est l'union, et l'union gagnante. Mais c'est aussi l'unité, car comment rassembler les forces politiques, sociales, civiles, de la gauche, des écologistes, des forces de progrès humanistes, si nous n'étions pas capables de nous rassembler, nous-mêmes, socialistes? Ce rassemblement, c'est comme l'amour, ça n'existe pas, il n'y a que des preuves. Et il n'y a que des preuves à apporter, du respect de chacune et chacun des sensibilités. Et comme premier secrétaire délégué, ce sera l'un de nos engagements. Du respect et du travail avec les territoires, car disons-le dans ce débat, dans ce congrès, nous avons vu qu'il y a encore du chemin à parcourir pour que les Françaises et les Français et les militants eux-mêmes comprennent et voient dans les actes que la politique ne se résume pas, même si c'est extrêmement important, à l'Assemblée nationale, et que le cœur du socialisme, il bat dans tous les territoires de la France. L'unité des socialistes, elle ne se définira jamais par rapport à d'autres. L'unité des socialistes, elle suppose que nous nous définissions par nous-mêmes, que nous retrouvions des couleurs, tout simplement les nôtres. Et cela suppose, là encore, que nous portions avec fierté, avec sincérité, avec constance, avec volonté, cette envie d'affirmer un projet socialiste dans la gauche pour l'ensemble du pays, y compris pour celles et ceux qui ne sont pas encartés, qui ont pu nous faire défaut, qui ont pu nous engueuler, qui ont pu voter pour Macron, qui ont pu voter pour Le Pen, qui pour beaucoup ne votent plus du tout, mais qui attendent depuis trop longtemps cette offre centrale, ni social-libérale, ni social-populiste, vraiment à gauche, clairement à gauche et clairement crédible. La promesse de Marseille, c'est l'union. C'est l'union gagnante des forces de gauche. La promesse de Marseille, c'est l'unité. C'est l'unité, la belle unité des socialistes retrouvés. C'est retrouver le sens du mot camarade. La promesse de Marseille, c'est une promesse d'avenir. Et l'avenir pour les socialistes, ce sera toujours et d'abord les idées, le fond, le contenu. Et ça aussi, c'est un engagement que nous prenons ensemble, parce que nous ne réussirons rien si nous n'avons rien à proposer aux Françaises et aux Français. C'est l'exigence de travail en portant de nouvelles frontières. Bon, il y en aurait beaucoup à citer, on pourrait parler de l'Europe. Je veux rappeler très rapidement que plusieurs chantiers ont été annoncés et seront probablement réexprimés demain par Olivier. Et je veux insister d'abord sur le chantier de l'égalité entre les femmes et les hommes, où nous avons vu depuis le début de cette campagne que c'était un enjeu sur lequel, oui, nous devons progresser à l'intérieur du parti, progresser dans les actes, et notamment dans nos prochaines désignations électorales, et puis progresser dans les propositions que nous avons à faire aux Françaises et aux Français. Et je veux remercier, je ne peux pas là non plus les citer toutes et tous, mais permettez-moi quand même, de remercier et de vous demander d'applaudir Claire Fita et Lamia El Haraj. Les nouvelles frontières, c'est apporter de nouvelles utopies, comme l'abolition de la peine de mort, comme les 35 heures, comme le revenu universel. À nous de travailler sur ces nouvelles frontières. J'en propose une. Je ne peux que l'esquisser. Dans ce nouveau monde, ce monde d'après, où la fin du monde et la fin du mois sont finalement le même combat, aux socialistes
de porter cette belle idée de sécurité sociale écologique pour que les plus modestes, les plus fragiles d'entre nous ne soient pas les seuls à devoir changer leur bagnole quand on leur impose des zones à faible émission. Pour que les plus modestes et les plus fragiles d'entre nous n'aient pas un centime à débourser quand ils doivent rénover l'isolation thermique de leur logement. Pour que les plus modestes et les plus fragiles d'entre nous soient les premiers soutenus, accompagnés sur le plan médical, sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique et sans tabou, quand ils ont dans leur carrière, dans leur métier, les fonctions les plus pénibles, et y compris les pénibilités que le gouvernement Macron a honteusement supprimées lors du premier quinquennat, et y compris, et cela a été dit tout à l'heure, les pénibilités nouvelles que nous ne voulons pas regarder en face et qui souvent concernent plutôt les femmes dans les métiers liés à l'enfance, à l'éducation, et que nous, porteurs de cette sécurité sociale écologique, devons demain mettre au cœur de notre projet pour les Françaises et les Français. Voilà en quelques mots une de ces frontières, une de ces nouvelles frontières, de ces nouvelles utopies que nous allons porter ensemble, parce que le socialisme, ce sont d'abord et avant tout des idées utiles pour changer la vie des gens. Et puis l'avenir et la promesse d'avenir de Marseille, c'est la loyauté. C'est la loyauté entre nous pour travailler les uns avec les autres. La loyauté n'exclut pas la franchise. Je dirais même que la franchise est une condition de la loyauté. Et je veux dire que c'est l'esprit qui nous animera, je le crois, toutes et tous ensemble, avec Johanna, avec Olivier, avec Hélène dans ses fonctions au Conseil national, avec toutes celles et ceux qui siégeront au Bureau national, au Conseil national, parce que nous avons vu dans ce congrès que même s'il y a eu des tensions, oui, des frictions, oui, parfois des insultes, parfois des accusations, oui, pour ma part, j'ai la conviction qu'au final, nos débats ont été utiles et ont enrichi notre famille politique. Et la loyauté et la franchise, elles se manifesteront dès les prochaines échéances, aux sénatoriales, aux européennes, aux municipales. Et je le dis très tranquillement, mais pour chacune de ces échéances, nous soutiendrons, autant que faire se peut, bien sûr avec la conscience que tout n'est pas toujours possible, les socialistes, les candidates et les candidats socialistes. Alors, voilà, chers amis, finalement, d'une certaine façon, c'est ironique, c'est à Marseille que les socialistes ont fait leur la devise parisienne. Fluctuat nec mergitur. C'est l'art de la synthèse, peut-être. Mais surtout, ce que j'y vois, c'est que nous avons rappelé à celles et ceux qui peut-être désespéraient de nous, qu'au-delà de l'écume des choses, nous savons prendre la hauteur du pharaon et regarder ensemble le large, le long terme, la vision que nous avons en commun. Et c'est finalement cela que, pour ma part, je retiendrai de Marseille et de cette belle promesse. Promesse de renouveau, promesse de rassemblement, promesse d'enthousiasme, de plaisir à retravailler ensemble. Alors parfois ça frotte un peu, parfois ça pique, et je ne vais pas vous mentir, peut-être que demain encore ça piquera un petit peu. Mais ça n'est pas de moi. Les roses ont des épines. Et nous dirons, chacune et chacun dans nos sensibilités respectives, à celles et ceux qui, là encore, s'étaient peut-être résignés, nous leur dirons, non pas partez, effectivement, mais venez, revenez, parce que, tout simplement, les socialistes sont de retour et que l'avenir de la gauche, il passe
par le socialisme. Il passe par le socialisme parce que la gauche, c'est l'avenir de la France. Je vous remercie. Merci Nicolas. Et pour clore cette belle séquence, j'appelle Johanna Roland. Merci, bonjour à chacune et à chacun, chers amis, chers camarades. Ce soir, oui, je dis ce soir, il est 17h30, mais comme on s'est couché à 4h30, je vous avoue qu'on est un certain nombre à avoir l'impression qu'il est un peu 23h30. Ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, je vous le dis franchement, comme beaucoup, je suis soulagée. Ce soir, chers camarades, chers amis, soyons fiers ensemble d'être rassemblés, mais rassemblés dans la clarté. Alors, comme on n'est pas dans une série télé, je vais vous éviter le résumé des épisodes précédents, d'autant que, franchement, de vous à moi, je crois qu'il y a quelques-uns parmi ces épisodes qu'on aurait utilement pu s'épargner. Mais c'est ainsi. Après quelques journées, quelques nuits, pour le moins agitées, nous avions une responsabilité immense dans cette dernière étape de notre congrès, celle de nous ressaisir. L'obligation ardente de montrer urgemment un autre visage aux Françaises et aux Français. Nous le devions aux militantes et aux militants, nous le devions aux habitantes et aux habitants, et c'est à Marseille qu'ensemble nous l'avons fait. Les Françaises et les Français, ils attendent que nous fassions l'actualité sur autre chose que nos déchirements internes. Ils nous attendent pour mener avec eux le combat de la justice sociale. Ils nous l'ont dit mardi dernier, dans les manifestations partout en France. C'est la place du Parti socialiste, ancrée à gauche. Et on le voit bien, c'est dans ces combats-là, qu'on retrouve le soutien et le cœur du peuple de gauche. Alors avançons, chers amis, chers camarades, laissons derrière nous les rancœurs. Retrouvons-nous pour faire ce que nous savons faire de mieux, nous battre pour les autres, nous battre pour les droits sociaux. Retrouvons-nous pour que dès mardi prochain, on ne nous parle plus de nos divisions, mais à nouveau d'avenir et de projets. Oui, toutes et tous, dans le respect de la diversité et des convictions de chacune et de chacun. Portons à nouveau ce message d'espoir, que les socialistes sont rassemblés, que les socialistes sont au travail, que les socialistes sont de retour au cœur de la gauche. Je crois que ce n'est pas le hasard si c'est dans cette ville si singulière, dans cette belle ville de Marseille, que nous avons réussi à le faire. Dans cette ville où la gauche est de retour, grâce à l'action de Benoît et de toute son équipe. Mes amis, c'est parce qu'il y a eu cette union que les Marseillaises et les Marseillais ont pu y croire à nouveau. C'est grâce à cette union que cette belle grande ville retrouve sa place de capitale du Sud et sa splendeur. C'est grâce à la gauche réunie que Marseille est de retour. Alors ici, à Marseille, tous ensemble, travaillons au retour du Parti socialiste. Le travail que nous avons à mener ici, ce n'est pas seulement les socialistes parlent aux socialistes. C'est d'abord que nous parlions ensemble aux Françaises et aux Français. Ils en ont d'autant plus besoin qu'ils font face à des crises, que nous faisons face à des crises,
multiples et d'une intensité totalement inédite. Dans vos fédérations, dans nos fédérations, partout où nous militons, chacune, chacun, nous le sentons, nous le voyons, la liste des inquiétudes qui s'ajoutent jour après jour. L'inquiétude des jeunes qui ont peur de Parcoursup, qui ont peur du chômage, qui s'inquiètent de ne jamais avoir de retraite digne. L'inquiétude face à nos services publics qui se délitent, faute d'investissements suffisants, les grands plans blancs qui n'ont plus rien d'exceptionnel dans nos hôpitaux, les personnels de santé qui sont au bout du rouleau, les profs de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur qui n'en peuvent plus, les policiers qui doivent faire du chiffre plutôt que d'assurer pleinement et totalement notre sécurité. L'inquiétude, vous le savez, c'est aussi celle de l'inflation, qui ne touche plus simplement les plus modestes, mais aussi les classes moyennes. Et je veux vous raconter une anecdote car elle est très révélatrice. J'étais il y a quelques semaines à ce truc que le président de la République a inventé, il appelle ça le Conseil national de la refondation. Ne voyez aucune convergence de vocable, j'ai pas fait de blague. Et il avait invité, parce qu'avec Laurent Berger et le patron de la Fondation Abbé Pierre, nous avions dit c'est bizarre quand même de faire ce travail sans faire de diagnostic social. On avait eu un diagnostic financier, un diagnostic climat, mais pas de diagnostic social. C'était quand même curieux. On le demande, il nous ramène un énarque, je n'ai rien contre les énarques, il nous fait un brillant exposé, 10 minutes, pour nous dire la France est plus redistributrice que les États-Unis. On était contents d'être venus à l'Élysée passer une journée. Et de là, Bruno Le Maire, nouvelle star du gouvernement, tous les ministres répétaient la même chose que lui, nous explique, de manière très pernicieuse, que la France a tellement dépensé pour les plus pauvres qu'on ne peut plus financer l'éducation et la santé pour les classes moyennes. Je vous le raconte aujourd'hui, je le partage aujourd'hui, parce qu'il y a là une rhétorique de droite, pleinement de droite, qui peut infuser et que nous devons combattre. C'est pour ça, chers camarades, chers socialistes, que nous avons besoin de rassembler, mais que nous avons aussi besoin de cette clarté. L'inquiétude, c'est l'inquiétude des habitants dans nos quartiers qui savent bien que 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, mais qu'en vrai, leur porte-monnaie ne leur permet pas. L'inquiétude, c'est celle des femmes qui savent qu'elles peuvent mourir d'être femmes dans cette société où le sexisme ne recule toujours pas et tue de 17 à 82 ans. Et puis l'inquiétude, c'est l'inquiétude toujours plus grande devant l'urgence climatique ô combien prévisible et prédite, non pas par des devins d'une autre époque, mais bien par des chercheurs, toutes disciplines confondues, non pas depuis quelques mois, mais depuis les années 70. Enfin, l'inquiétude aux portes de l'Union européenne, l'inquiétude de la guerre, chaque jour plus meurtrière en Ukraine. L'inquiétude est donc là, palpable, partout, à tous les âges, dans toutes nos villes et dans toutes les strates de notre société. Nous sommes sortis du mythe de la prospérité pour entrer dans celui de l'inquiétude et de la colère. Je parle bien de mythe parce que de prospérité, évidemment, l'immense majorité de nos concitoyennes et nos concitoyens n'en ont jamais vu la couleur. Contrairement aux promesses du gouvernement, c'est l'inquiétude qui ruisselle à tous les étages. Et cette inquiétude, chers amis, chers camarades, ne croyez pas qu'elle patiente sagement en attendant des jours meilleurs. Non, elle se transforme en colère. Une colère qui murmure dans la France périphérique, qui murmure dans la France de nos quartiers et qui dit, tout bas, mais dangereusement, tu vois tous ces hommes, toutes ces femmes politiques, ils te mentent, ils ne s'occupent pas de toi, ils ne s'occupent que d'eux, ils ne connaissent pas ta vie, ils ne s'occupent pas de tes problèmes, ils ne cherchent pas de solution. Tout ça, c'est la faute de tes voisins, tout ça, c'est la faute des étrangers, tout ça, c'est la faute des assistés. Elle prépare le terrain, elle le prépare à bas bruit, elle le prépare sans relâche, elle le prépare dangereusement, elle le prépare sérieusement. Elle est l'alliée la plus sûre de l'extrême droite. Alors je le dis ici à Marseille, je sais que nous en avons conscience collectivement, l'heure est grave pour notre démocratie. Parce que la réponse à la peur du déclassement, la réponse au sentiment d'être délaissé, oublié, relégué, abandonné, vous la connaissez. C'est Trump aux États-Unis, c'est Bolsonaro au Brésil, c'est Giorgia Meloni en Italie. La vérité, c'est que jamais nos démocraties, depuis la chute du mur de Berlin, n'ont été aussi contestées et fragilisées. C'est le cas en France, comme ailleurs, où, disons-le sans embâge, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. 89 députés.
2 vice-présidences à l'Assemblée nationale. Et si nous ne faisons rien, quoi en 2027? Depuis la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen poursuit tranquillement son programme de dédiabolisation. Elle sait, comme nous savons, que c'est fini. De nombreux Françaises et Français ne se déplaceront plus aux urnes pour faire barrage. Le président de la République porte une lourde responsabilité. Comment peut-il mépriser celles et ceux qui ont voté pour lui en renvoyant dos à dos l'extrême droite et une prétendue extrême gauche que serait la NUPES? Moi, je suis fière, chers camarades, qu'Olivier Faure ait eu le courage de nous proposer la NUPES. Je suis fière, chers camarades. Je suis fière, chers camarades, que sous la houlette de nos talentueux présidents de groupe, Boris Vallaud à l'Assemblée, Patrick Kanner au Sénat, nos parlementaires portent la voix singulière des socialistes dans une coalition qui doit nous donner plus de force. Alors, pour en revenir un instant, mais un instant seulement, au président de la République, comment peut-il sciemment ignorer aujourd'hui qu'il trahit toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voté pour son programme, qui n'ont jamais voté pour son programme, et certainement pas pour cette réforme des retraites aussi injuste, brutale? Comment peut-il mépriser toutes celles et tous ceux qui ont tout simplement voté pour sauver la République? Face à ce danger, notre responsabilité, c'est de construire une alternative de gauche. Une alternative claire, concrète, qui transforme en profondeur notre modèle, qui réponde véritablement aux besoins et aux urgences des Français. Une alternative qui assume une radicalité de mesure, mais qui refuse une radicalité de posture. Parce que dans une société toujours plus conflictualisée, il y a de la place pour une parole claire et apaisée. Nous devons y travailler. Nous devons y travailler avec sérieux et rigueur. Nous devons y travailler sans relâche. Ce travail, nous le faisons. Ne laissons jamais dire que le Parti socialiste ne travaille pas. Nous travaillons dans nos mairies, à Nantes, à Nancy, à Rennes, à Sainte-Gabelle. Nous travaillons dans nos départements, en Seine-Saint-Denis, en Gironde. Nous travaillons au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Nous travaillons dans nos sections, dans nos fédérations. Soyez fiers, chers militants. Soyez fiers d'être socialistes, qui croient en leurs convictions, qui se battent, qui travaillent, qui inventent, qui investissent, qui imaginent, qui veulent le monde de demain, qui veulent le monde de nos enfants, qui veulent se battre, qui veulent gagner, qui veulent gagner, qui veulent gagner. Alors, chers amis, chers camarades, notre congrès, il doit nous permettre d'abord d'affirmer une ligne, notre ligne politique, celle d'une gauche sociale, écologiste, européenne. C'est pour nous la réponse politique à la hauteur des enjeux de notre moment. Parce que moi, je ne me résous pas à ce que la génération de mes enfants se prenne en pleine figure l'impuissance du politique. Cette sociale écologie, elle porte un nouveau rapport au monde, au vivant, à l'humain. Elle conçoit dans un même mouvement l'engagement écologique et la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Pour répondre à l'urgence écologique, il faut une bifurcation, une vraie bifurcation, parce qu'il est hors de question de faire peser cette transition écologique, Nicolas l'a dit, je partage ce point, sur les plus fragiles. Cette bifurcation écologique, elle sera sociale ou elle ne sera pas. Il ne peut pas y avoir d'oasis verte pour quelques privilégiés dans le désert pour tous les autres. Cette sociale écologie, elle est attendue par notre jeunesse, elle est demandée par notre jeunesse, elle est inventée par notre jeunesse. Et je le dis à Emma, à Garance, à tous les jeunes socialistes, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous comme aiguillons pour nous dire de ne pas renoncer, de continuer à inventer et de continuer aussi à vouloir nous rassembler. Alors ce congrès, ouais, vous pouvez applaudir les jeunes socialistes, franchement, ils le méritent bien.
Ce congrès, notre congrès, il doit redonner espoir à toutes et à tous. Nous portons plus que jamais un idéal de justice sociale et d'égalité. On ne peut plus se contenter de déclarations d'amour à la République. Il nous faut des preuves de République dans ce pays. Et donc des services publics forts. Je le dis devant Guillaume Garot, qui fait ce travail important de proposition de loi d'accès à la santé. La gauche rassemblée, la gauche qui ne transige pas, c'est aussi la gauche qui sait proposer. Des services publics forts et répartis sur l'ensemble de notre territoire. Je crois profondément que nous devons nous battre avec la même ardeur pour reconquérir la France périphérique et la France de nos beaux quartiers populaires. Parce que les habitants ressentent le même sentiment de relégation, le même sentiment d'être parfois devenus invisibles aux yeux de la République. Nous voulons la République, l'égalité, la liberté, la fraternité partout et pour tous. Rien ne doit nous détourner de nos combats pour la justice et l'émancipation. Rien ne pourrait justifier de gaspiller notre énergie à d'autres combats que ceux-là, et surtout pas des luttes nombrilistes entre nous. Pour mener tous ces combats, nous devons nous rassembler. Nous avons un premier secrétaire, Olivier Faure. Cher Olivier, mon cher Olivier, être le premier des socialistes n'a jamais été un long fleuve tranquille. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises depuis quelque temps, que tu avais depuis 2018 su tenir le cap par gros temps. J'avoue que la première fois que j'ai le dit, je ne savais pas que tu allais à nouveau affronter une nouvelle tempête. On dit qu'on en sort toujours plus affûté et plus solide. Tu vas être super affûté et super solide. Cher Olivier, je t'ai regardé, comme beaucoup d'autres ici, je le sais, à Japy, au meeting unitaire contre les retraites. Et j'étais heureuse et fière qu'au nom des socialistes, tu puisses t'exprimer ce soir-là, avec force, au cœur de la gauche. Merci pour tout cela. Oui, nous avons besoin de clarté, mais nous avons aussi besoin d'écouter. Nous avons besoin d'entendre les messages que les militantes et les militants nous ont adressés. Je fais partie, tu le sais Olivier, de celles et ceux qui pensent que nous avons besoin d'une gouvernance plus collective. C'est désormais chose faite. À nous d'en être à la hauteur. Nous devons rénover le fonctionnement de notre parti en profondeur. Nous devons ouvrir de grands débats. Ce sera le cas avec la première convention nationale qui sera consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Un enjeu dont on voit bien à quel point le gouvernement ne le comprend pas. Quand il a osé faire à 2 reprises ce sujet grande cause du quinquennat et en même temps, un exercice d'équilibrisme pour le moins périlleux, concocter une réforme des retraites qui va pénaliser, chacun le sait, d'abord et en premier lieu les femmes. Ce n'est pas moi qui le dis à la tribune d'un congrès socialiste, mais un ministre du gouvernement qui, oubliant tout d'un coup ces éléments de langage, se retrouve, on l'a vu, un peu penaud à la radio. Heureusement, là aussi, que les députés étaient présents pour le souligner, pour poser ça, pour pointer les contradictions, pour nous représenter, pour porter mon message. Alors, pour mener ces chantiers immenses, nous devons retrouver de la sérénité, de l'humilité aussi, ce n'est jamais inutile, et le goût du travail collectif. C'est ensemble, et quelles que soient nos différences, que nous aurons à le faire. Avec toi, cher Nicolas, et avec toi, chère Hélène. Chère Hélène, nous ne partageons pas la même ligne stratégique. Nous le savons mutuellement, et nous le respectons mutuellement. Je crois que la clarté et la considération, c'est aussi ça. Mais comme socialistes et comme femmes socialistes, nous avons à partager. Et je veux te dire devant tous, notre respect collectif pour la maire de Vaux-en-Velin, solide et engagée que tu es. Cher Nicolas, nous allons avoir à imaginer ensemble, sous la direction d'Olivier, cette nouvelle direction que nous avons choisie, à la construire, à l'imaginer, à en définir les règles du jeu, étape après étape, parce que chacun sait bien qu'un protocole, c'est merveilleux, mais le faire vivre, c'est encore mieux. Ensemble, il faudra aller au-delà et montrer que nous sommes capables d'unir autour de nous, au-delà de notre parti, montrer que nous sommes suffisamment sérieux, responsables et engagés pour redevenir demain la force centrale de la gauche. Se réunir, ça ne veut pas dire faire taire nos différences.
S'affirmer, ce n'est pas tourner le dialogue aux forces de gauche. S'affirmer, ce n'est pas se recroqueviller. Oui, nous devons affirmer notre identité sociale, écologique et européenne. Pour gagner, la gauche s'est toujours rassemblée. C'est ce qu'il nous faut construire ces prochaines années. D'abord l'union, puis l'union sur un programme commun, et enfin l'union sur un programme commun de gouvernement. Parce qu'après tout, il ne faudrait pas l'oublier, on peut avoir eu ces jours derniers quelques distractions. Nous sommes ici pour gagner. Ces mots, vous les avez tous reconnus, parce qu'ici, nous sommes toutes et tous socialistes, et puis que nos invités ont un peu de culture socialiste aussi. Ce sont ceux de François Mitterrand, un peu moins de 10 ans avant la victoire de 1981. Il prononce ces mots devant une salle où l'ambiance est électrique et où l'union n'a rien d'une évidence. Et pourtant, vous connaissez la suite. Mes amis, nous n'avons pas le choix. Nous devons gagner. Nous devons gagner demain pour les Françaises et les Français. Et d'abord pour les plus pauvres, pour les plus modestes, pour les classes moyennes. Sans union, il n'y a pas de victoire possible. Le sujet, ce n'est pas de gagner pour nous-mêmes. C'est de gagner pour les Françaises et les Français qui subissent au quotidien une politique injuste. Car la politique, quand on est de gauche, elle sert à cela. La politique, vous le savez, vous, militantes et militants, sincères, motivés, qui n'ont pas déserté le navire. La politique, c'est ce qui casse le corps des ouvriers ou au contraire leur donne du répit. La politique, c'est ce qui enferme dans un destin social ou au contraire donne les clés de l'émancipation. La politique, ce peut être faire le choix de quelques-uns ou faire le choix de l'intérêt général. Le nôtre est clair et sans ambiguïté. Alors n'oublions jamais pour qui nous nous battons. Moi, je veux que le Parti socialiste se tourne résolument vers l'avenir. Je veux que la gauche, dans la diversité, se rassemble pour gagner et barrer demain la route de l'extrême droite. Je veux que les précaires, les salariés et toutes celles et ceux qui se sentent délaissés ou abandonnés puissent enfin faire entendre leur voix. Je veux un projet d'émancipation et de justice qui redonne espoir aux classes moyennes et populaires. Je veux une alternative de gauche qui affirme que demain, l'écologie sera sociale ou ne sera pas. Mes chers camarades, mes chers amis, cet espoir, nous pouvons l'incarner. Nous devons l'incarner si nous le voulons, si nous le décidons. Soyons à la hauteur de cet enjeu. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous et debout, ensemble, repartons. Repartons à la conquête du cœur du peuple de gauche. Repartons à la conquête pour demain être les artisans de l'espoir et de la victoire. Merci, merci Hélène, merci Nicolas, merci Johanna. Tous et toutes, vous avez été au moins unanimes sur un point, sur bien d'autres. Bon, c'est que vous voulez travailler avec l'ensemble de la gauche et des écologistes. Alors, c'est le moment que notre congrès va peut-être aussi profiter pour saluer et remercier les autres partis de gauche qui sont présents parmi nous cet après-midi. Nous avons des représentants du Parti communiste, du Parti de gauche, de Place Publique, de Nouvelle Donne, de la gauche République et Sociale, de LFI, d'Europe Écologie Les Verts. Et nous avons la présence du député de Marseille, Manuel Bompard. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Et Arash de Génération, qui est là aussi, notre ami Arash. Merci d'être là, merci de participer à nos travaux. Et merci d'avoir écouté les trois intervenants qui vous ont tous dit que nous voulions travailler ensemble.